je crois qu'on peut vraiment commencer par dire qu'une des caractéristiques principales de la voix de l'enfant, c'est vraiment son évolutivité. Il n'y a pas une voix de l'enfant, à mon sens, il y a des voix pendant l'enfance. Il y a une voix qui correspond à chaque période de l'enfance. Pour ce qui concerne évidemment les performances parlées et les performances chantées, cette évolutivité, elle est bien entendu liée à la croissance physiologique, à la taille, quoi, en quelque sorte, de l'enfant, de l'ensemble de ses organes et des organes phonatoires, mais également à la maturité neurologique et aussi aux événements de santé qui peuvent survenir chez ces enfants et qui procurent aussi une extrême variabilité. C'est-à-dire un enfant qui n'a pas entendu pendant toute sa petite enfance peut être plus ou moins perturbé au niveau de la voix, sans parler, bien entendu, des pathologies plus importantes. Un autre des facteurs qui rend cette diversité très grande, c'est évidemment le développement psychologique affectif, le développement cognitif. Vous savez qu'une partie des connaissances dont nous usons pour chanter sont des connaissances implicites, c'est-à-dire que ça dépend du milieu dans lequel nous sommes plongés et de la manière dont il nous nourrit et qui va nous permettre ensuite de chanter, sans pour autant apprendre à chanter explicitement. Donc ça aussi, ça procure une extrême variabilité. Et l'idée que j'ai et voilà, qui fait partie des choses que je pose, et des questions que je pose un petit peu à la science, c'est qu'en fait, les pathologies de la voix et les pathologies des performances de la voix ne peuvent se comprendre que par rapport à une normalité, par rapport à l'âge. Évidemment, comme dans tous les troubles de l'acquisition, toutes les orthophonistes qui sont ici, évidemment, vous avez des données par rapport aux acquisitions du langage. Et je pense que si on s'orientait vers des données de l'évolutivité des acquisitions vocales intrinsèques et vocales musicales, on ferait un progrès. Je pense souvent à ce qu'il y a sur les carnets de santé des enfants concernant la taille. Il y a une taille moyenne avec des dérivations standards. Autant d'enfants sont plus grands, autant d'enfants sont moins grands. Et à partir d'un certain écart, on est dans la pathologie. Donc si on arrivait à définir en quelque sorte la courbe d'évolutivité des possibilités de l'enfant, on aurait peut-être une bonne base pour travailler encore mieux. Alors, avec quoi peut-on comprendre une partie de cette évolutivité ? D'habitude, les livres concernant la voix de l'enfant commencent à la naissance. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de m'appuyer sur quelque chose qui commence un peu avant, enfin beaucoup avant, c'est-à-dire dans l'embryologie. C'est de la façon dont le petit être humain va avoir ses organes phonatoires constitués. Je ne dis pas dès la conception, mais très rapidement, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et je me suis appuyée, voilà, je vous ai déjà dit tout ça. Je me suis donc appuyée sur le rapport de la Société française d'ORL de 2011, parce que les rapports précédents dans notre société d'ORL ne comportaient pas cet aspect d'embryologie, l'embryologie étant la science de l'embryon, et surtout sur deux articles. Un article important de Pierre Fayou, qui est un anatomiste de Lille, qui a fait un très beau travail et qui a eu la gentillesse de me prêter pas mal de photos de ce travail, qui sont vraiment remarquables parce qu'il a eu affaire à des tout petits embryons, hélas, qui n'ont pas abouti à leur projet. Et il en a fait des coupes et il a pu ainsi définir l'évolution intra-utérine des organes phonatoires, en tous les cas de l'axe laryngotrachéal. Je me suis appuyée aussi sur un autre type de travaux, que sont les travaux autour de la structure de la corde vocale, des propriétés des tissus connectifs, c'est-à-dire tout ce qui va faire à moyen et à long terme les propriétés viscoélastiques de la corde vocale, pour essayer de faire un pont
entre les connaissances biologiques, médicales, histologiques et les connaissances plus physiques, acoustiques que l'on développe ici beaucoup. Alors, n'ayez pas peur, on va passer assez vite là-dessus, mais tout de même, pour commencer au commencement, après la division cellulaire, l'être humain est fait à partir de 3 types de tissus. Un tissu qui s'appelle l'ectoderme, c'est pas écrit là, un autre qui s'appelle le mésoderme et l'autre qui s'appelle l'endoderme. Pour ce qui concerne le premier tissu, il va être en charge de faire les tissus de la peau et du système neurologique. Le système mésodermique moyen va lui faire tous les tissus élastiques, conjonctifs, comme les muqueuses, ce qu'on a par exemple dans les genoux, pour assurer l'élasticité de ces structures-là. Et l'endoderme, lui, va fournir les tissus du tube digestif. Alors, ce qui est très particulier par rapport au larynx, c'est que le larynx a finalement, a posteriori, on peut considérer que c'est assez intuitif. Il a donc 2 origines qui évoluent de façon simultanée. Une origine donc ectodermique qui forme des structures paires qui s'associent, qui se relient après sur la structure médiane. Donc la première structure, c'est le fameux ectoderme pour les cartilages et pour le système nerveux. Et l'autre, c'est l'endoderme, le tissu initialement digestif. Vous m'arrêtez si je dis des choses incompréhensibles, trop. Voilà, donc 2 origines tissulaires, ce que l'on appelle des arcs branchiaux qui posent quelquefois des problèmes parce que la jonction finale ne s'opère pas forcément très bien. C'est ce qu'on a par exemple dans les fentes palatines, dans les becs de lièvre. On a des exemples aussi au niveau de la trachée. Et là, on parle de pathologies beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus graves, qui font que le larynx de l'enfant n'est pas complètement forcément ni viable ni de qualité. Les fentes branchiales, ça donne tout un catalogue de dislocations trachéales et cricoïdiennes. Le cricoïde ne se termine pas, n'est pas fait de ces 2 moitiés qui se joignent, et on est obligé de mettre des prothèses, enfin tout un... Voilà, mais là on est dans un domaine médical qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Alors, est-ce que la voix, c'est génétique ? Bon. Alors, je n'ai pas la réponse, évidemment. Mais quand même, je vous ai mis en vrac un certain nombre de gènes qui sont maintenant mis en évidence avec des travaux relativement récents, 2007, 2008, 2010, qui en quelque sorte donnent les gènes responsables de la différenciation des grandes structures. On n'est pas encore à dire on a la corde vocale de telle taille parce que c'est tel gène et ainsi de suite, mais il y a déjà quand même, comme vous pouvez voir, je ne les détaillerai pas, je ne suis pas généticienne, mais il y a déjà un certain nombre de gènes, voilà, dont les noms sont là, qui sont liés au déterminisme anatomique des organes phonatoires. Alors, comment le larynx apparaît chez l'embryon, c'est-à-dire, je vous suggère d'imaginer un petit tube, hélas, c'est une comparaison un petit peu excessive pour une magie pareille, mais à la 5e semaine de développement, on commence à voir apparaître les ébauches du larynx, c'est-à-dire on a, voilà la photo de Pierre Fayou, un orifice laryngé en forme de T, c'est un orifice borgne, puisque vous savez qu'on ne respire pas encore par les poumons à ce moment-là. On a déjà, et ça c'est aussi assez extraordinaire, 5e semaine, ça fait 3 semaines d'aménorrhée, donc sur un embryon qui fait moins d'1 centimètre. On a aussi les 2 saillies aryténoïdiennes, et à la 5e semaine de développement, à la 8e, pardon, là on est à la 8e semaine, on va voir apparaître quelque chose qui je trouve assez fascinant, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au larynx, avec
l'ébauche des structures cartilagineuses, voilà le thyroïde, surtout ces grands aryténoïdes. Et tout au long de l'enfance, l'aryténoïde va occuper une place très importante puisque la portion membraneuse de la corde vocale est beaucoup plus petite chez l'enfant que chez l'adulte, où une grande partie de la corde vocale est occupée par l'apophyse vocale de l'aryténoïde et constitue une glotte cartilagineuse assez longue. Et vous voyez, on a une espèce d'énorme aryténoïde qui va être à l'origine des aryténoïdes futurs. Alors Pierre Fayoux dit qu'on peut identifier les structures nerveuses, les fibres nerveuses. Alors moi j'ai bien cherché, je ne lui ai pas téléphoné pour lui demander, mais je crois que c'est là et là. Voilà. Et surtout, on va voir apparaître les ventricules, qui ont une grosse importance chez le nouveau-né. Je vous montrerai des photos de larynx du nouveau-né. Ils sont très florissants, très développés. Voilà. Alors, la période fœtale, c'est-à-dire après le 2e mois de grossesse, l'embryon devient fœtus. Et voilà quelque chose qui ressemble un petit peu déjà à un larynx, avec un tissu mésenchymateux, c'est-à-dire qui vient de ce mésoderme, qui est lâche, qui n'a pas une grande densité cellulaire, entre le nodule thyroïdien et les ébauches aryténoïdiennes. Et voilà ensuite le déterminisme de la structure de la corde vocale qui s'organise avec ces structures cartilagineuses et puis, bien entendu, après, les 2 structures importantes que sont les macula flava. La postérieure arrive avant l'antérieure et ces zones-là, ce sont des zones qui vont être à l'origine de la constitution du ligament vocal parce que ce sont les cellules qui sont dans ces zones-là qui sécrètent les fibres de collagène. Les fibres de collagène sont la matière principale du ligament vocal, alors qu'il y a d'autres fibres élastiques, on verra où, et plus en surface. Et le collagène résiste mieux à la tension, et donc il est principalement dans le ligament vocal et il se développe à partir de ces 2 zones, ces 2 structures. Voilà. Ensuite, donc, le pli vocal se fait par élongation et par différenciation élastique progressive à partir de 26 semaines. J'ai noté ici la distribution de l'acide hyaluronique, qui est une des molécules constitutives de ce fameux tissu, pour une raison importante, c'est que pour pas mal d'auteurs, donc Camille Fink, sa détérioration serait éventuellement à l'origine, en tous les cas, elle serait impliquée dans les nodules des cordes vocales, puisque c'est une molécule dont la structure la rend apte à encaisser les chocs. Et c'est par exemple la raison pour laquelle on met de l'acide hyaluronique dans des genoux qui fonctionnent moins bien, la raison pour laquelle eux ont fait des techniques de chirurgie laryngée dans lesquelles ils mettent de l'acide hyaluronique. C'est donc un des constituants importants de la muqueuse de la corde vocale. Alors, à la naissance, la structure qui se trouve entre la muqueuse de la corde vocale et le muscle vocal, on y reviendra après, s'appelle la lamina propria, et elle n'est constituée que d'une seule couche de cellules. D'une seule couche. Elle est riche en cellules, et les éléments fibreux sont peu nombreux. La partie profonde des 2 maculas, elle est assez riche en collagène, et c'est petit à petit sa différenciation qui va conduire à la structure de la corde vocale telle qu'on la connaît depuis Irano, c'est-à-dire la muqueuse, puis, comme rien n'est simple, une structure qui s'appelle la lamina propria, mais dont une des parties, la partie supérieure, fonctionne avec la muqueuse, et les 2 autres parties, la couche moyenne et la couche profonde, elles forment le ligament vocal. Et
la densité de fibres de collagène augmente au fur et à mesure, bien entendu, qu'on descend vers la couche profonde de la corde vocale. Si j'ai noté cette structure, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire de l'anatomie, quoique ce soit assez plaisant, mais c'est parce que, d'abord, la lamina propria définitive, selon les auteurs, définitive, c'est à 17 ans. Selon les auteurs, elle commence à 6, 8 ou 10 ans à être véritablement trilamellaire. Les autres évolutions du pli vocal, eh bien, on les connaît un peu mieux, puisque, comme vous voyez, entre le nouveau-né et l'enfant de 11 ans, la glotte membraneuse grossit énormément, enfin grandit plutôt, s'allonge par rapport à la glotte cartilagineuse. On a en même temps une modification donc, des proportions de type de collagène et des fibres musculaires sous la dépendance des macula flava. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau de ces macula flava parce que, curieusement, ce sont les étirements et les vibrations qui induisent leur sécrétion. De là à penser que plus on entraîne une voix, plus on peut structurer le ligament vocal de bonne heure, il y a peut-être qu'un pas voilà, que je porte à votre réflexion. Et nous, en chirurgie de la voix, ça nous remet dans un questionnement par rapport au silence post-opératoire. Puisque vous savez que quand on opère quelqu'un d'une lésion bénigne des cordes vocales, il est admis, principe de précaution, que les patients ne doivent pas parler pendant 6 jours. Et c'est un principe de précaution, mais il n'est pas certain que la précaution soit productive, eu égard au fait que la reconstitution, alors non pas de la muqueuse, mais du ligament vocal, serait induite par les vibrations sur les cellules de la macula flava. Voilà, alors à partir de là, il y a pas mal de travaux sur l'évolution de la corde vocale de l'enfant avec des dates plus ou moins cohérentes. On va quand même se tenir au fait que le mode, les travaux de Ishii qui datent de 2000, le mode vibratoire cordal définitif serait, pour cet auteur, à partir de 12 ans. Il précise organisation définitive vers 17 ans. Donc tout ça est encore, à mon avis, largement à préciser. Voilà pour l'évolution de la corde vocale elle-même. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors on va s'occuper de l'évolution du conduit vocal. Le conduit vocal, je ne reviens pas dessus, tout le monde sait ce que c'est. Il bénéficie de modifications très importantes pendant les 5 premières années de la vie. Il y a des travaux importants qui ont été faits ici sur ce sujet. Je ne vais pas rentrer dedans, mais je vais juste vous montrer où se trouve le larynx entre la 32e semaine d'aménorrhée et l'enfant de 13 ans. On voit très simplement cette descente depuis la 2e cervicale jusqu'à quasiment la 5e, 6e vertèbre cervicale. Je ne vais pas évoquer de questions de finalité de cette descente vis-à-vis du langage articulé, ça dépasse largement mes compétences. Je vais juste préciser une chose assez amusante. Vous savez comme moi que les nouveau-nés peuvent, à peu près, téter et respirer en même temps. Alors moi, je me suis demandé quand même comment ça marche, quoi. Hein. Et ben, c'est pas si évident que ça. Il semble que l'épiglotte se colle sur la luette et que les liquides s'écoulent par 2 gouttières latérales alors que le bébé peut continuer à respirer. Je ne sais pas si vous saviez, moi je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais on le sait, hein, on sait que ça fonctionne comme ça. Ils ont quand même assez souvent des petits... ils ont besoin de se libérer pour respirer. Un autre aspect, et là je trouve que le travail de Pierre Fayot est très intéressant aussi, c'est la modification de l'angle glotto-épiglottique.
Tous ceux qui, comme moi, ont essayé d'intuber des petits enfants à l'occasion de problèmes respiratoires importants que sont les épiglottites, enfin des infections ORL, comprennent que l'angle glotto-épiglottique est beaucoup plus fermé chez le nourrisson que plus tard. Hein, vous voyez, on voit ça très bien, c'est-à-dire que quand on ouvre la bouche d'un nourrisson, on voit assez facilement son épiglotte, et quand on veut l'intuber, eh bien, quelquefois, ça nous pose de très très sérieux problèmes. Ça, c'est le versant médical. J'imagine que pour ce qui est des propriétés du conduit vocal, il n'est pas impossible que ça puisse avoir une influence, mais ça, voilà. Voilà. Donc, bon. Alors, je ne vais pas non plus m'attarder trop longtemps sur les modifications morphologiques du larynx ensuite, chez l'enfant. Apparemment, la croissance laryngée est très accélérée pendant les 2 premières années. Elle est un petit peu plus linéaire jusqu'à la puberté et elle se réaccélère ensuite, ce n'est pas sur ce diagramme. Voilà un conduit vocal, vous voyez, de nouveau-né où on voit ces bandes ventriculaires très florissantes et un conduit vocal d'un enfant de 4 ans. Voilà, c'est beaucoup plus dégagé, il y a une évolution, une diminution du volume des bandes ventriculaires. Je cite juste le travail de Patel parce qu'il est assez récent sur les modes vibratoires principaux qu'ils ont trouvés chez les petits-enfants. Et cette fuite postérieure, cet accolement avec un gap postérieur qu'on trouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes à l'âge adulte, on le trouve beaucoup chez les jeunes enfants de manière aussi proportionnellement plus importante chez les filles que chez les garçons. Voilà pour les quelques mots sur le conduit vocal, les modes phonatoires principaux. Je ne m'attarderai pas non plus sur l'évolution respiratoire. Tous les paramètres respiratoires évoluent en fonction de l'âge. Les paramètres thoraciques, évidemment, la capacité pulmonaire, la maturation alvéolaire, et aussi, une des données qui est notée chez François Lehuche depuis très longtemps, la fermeture de la ligne médiane abdominale, qui n'est pas complète chez les petits-enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, et qui, bien entendu, participe au duo musculaire diaphragme-paroi abdominale, plus ou moins bien, selon qu'elle est complètement fermée ou pas, en fonction de l'âge. Alors, je vais essayer de dire rapidement quelques mots sur les performances vocales de l'enfant en essayant d'éviter ce qui se dit habituellement dans les livres. Enfin, je ne vais pas les éviter, c'est-à-dire je vais essayer de trouver autre chose parce que chaque fois qu'on ouvre un livre de phoniatrie, que ce soit le livre de Heuillet-Martin ou que ce soit les livres pédagogiques, Aronson et compagnie, on a des données sur la voix de l'enfant qui sont toutes intriquées avec les capacités musicales. Voilà. Donc, je me suis donc intéressée aux travaux qui ne s'occupaient pour le moment que de performances vocales, et ceux de Hirschberg, entre autres, montrent, et c'est assez intuitif aussi, que le fondamental moyen de la voix de l'enfant s'abaisse progressivement au fur et à mesure de l'âge chez l'enfant. Ça n'a pas l'air de porter, ça n'a pas l'air de poser discussion dans tous les travaux. En ce qui concerne la voix dans la première année de la vie, j'ai zappé volontairement le premier cri, mais on pourra en reparler. Alors, bon, j'ai gardé ça, une étendue vocale qui pourrait être de 5 demi-tons à 2 mois, qui pourrait aboutir à une octave à 6 mois. À cet âge-là, donc dans la première année de la vie,
Toutes les orthophonistes savent que la communication se fait par l'intermédiaire de la mélodie et des allers-retours mélodiques entre la parole de la maman ou de celui qui est avec le bébé et de l'enfant qui répond. Alors Sevas et Ockert ont réussi à déterminer des profils mélodiques de pleurs de bébé entre douleur, faim et joie. Je n'ai pas vu les enregistrements, mais je sais comment ça fait quand ils ont faim ou quand ils ont mal. Voilà. Alors, les études documentées sur les possibilités vocales des enfants, les possibilités musicales et non musicales sur la voix avant l'âge de 10 ans, il n'y en a pas tellement, il y en a quand même quelques-unes. J'en ai choisi surtout une parce qu'elle me paraît poser la problématique avec une question susceptible d'aller vers la réponse à la question que je me pose du fameux descriptif de la voix de l'enfant avec des écarts types en fonction des âges. Alors, ils ont pris donc 180 enfants, la moitié de garçons, la moitié de filles. Ils ont étudié de façon linéaire en fonction du temps par groupe d'années, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 9 groupes. 9 groupes, et donc ils ont étudié ils ont étudié des mesures plus ou moins automatiques sur la voix parlée, sur la voix criée. Bon, il n'y a pas de connotation pédagogique, hein, donc ils ont fait crier les enfants, et la voix chantée. Alors je vous montre quelques résultats qui sont tirés de cette étude en direct. Et bon, le premier, les capacités vocales de l'enfant augmentent avec l'évolution de l'âge, mais pas complètement de façon continue, d'après cette étude. L'abaissement de la hauteur moyenne à laquelle les enfants parlent, pour cette étude, commencerait chez les filles à 7-8 ans et chez les garçons entre 8 et 9 ans. J'ai toujours dans mon souvenir une étude de Guy Cornu qui, lui, avait trouvé un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une disjonction entre la voix des garçons et la voix des filles à cet âge-là. Peut-être que les panels n'étaient pas significatifs, mais c'était déjà une différence. Il trouve que l'intensité de la voix parlée, le fait de pouvoir parler faiblement, est assez difficile temporairement chez la fille et les garçons autour de 7-8 ans. On peut moins facilement parler, il y a une espèce de gap à cet âge-là où ils peuvent moins facilement parler faiblement. L'inverse, le maximum arrive pour la baisse de l'intensité de la parole forte, pareil, de façon légèrement décalée chez les garçons et les filles. Alors en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette conclusion-là. C'est-à-dire que contrairement à l'opinion générale, ils considèrent que l'âge de la prémue peut être fixé à 10 ou 11 ans. C'est-à-dire que d'après cet auteur, toutes les études qui englobent des enfants qui ont 10 à 13 ans sont quasiment des études portant sur la voix ou en prému ou muet. À suivre. Vous avez des questions ? Pas de questions. Bon. Alors, je vais parler une seconde de la puberté. On y reviendra si on a le temps à propos de la mue. À la puberté, sous l'effet des hormones sexuelles, le larynx grandit très vite. La croissance est plus rapide chez le garçon que chez la fille. Il y a des modifications neurologiques, neuronales. C'est-à-dire que chaque fibre nerveuse devient plurisynaptique, c'est-à-dire qu'elle peut interférer avec plusieurs fibres musculaires, ce qui rend le contrôle de plus en plus fin, le contrôle neurologique. Alors voilà les questions que je pose à la science. En l'absence de ligament vocal, comment qualifier le mécanisme vibratoire utilisé principalement en voix parlée chez l'enfant avant la maturation de celui-ci ?
est-ce que ça peut s'appeler un mécanisme 2, comme chez l'adulte? Alors, il y a des travaux qui ont montré effectivement des modifications des passages registraux à l'âge de 10 ans, qui argumentent les certitudes de mes amis qui sont très spécialistes en mécanismes vocaux, c'est-à-dire Bernard Roubaud, qui a fait de très beaux travaux sur le sujet, et Nathalie Henrich. Et la question, c'est celle-ci. La corde vocale de l'enfant est-elle prête pour répondre au modèle de couplage-découplage lors du passage du mécanisme 1 au mécanisme 2? Et à quel moment? Voilà. Donc, si ce petit exposé m'a permis de préciser la question que je me posais, le voilà. Pas de questions? Bon. Alors, voilà ce que je ne dirai pas, parce que d'abord, on ne peut pas tout dire, et puis il y a des gens qui sont très spécialistes. Les cognitions musicales, ça peut faire l'objet d'un séminaire à soi seul, hein, évidemment. Bien entendu, nous, en tant que thérapeutes de la voix, nous devons avoir quand même des idées sur le sujet. Voilà. Alors, au terme de cette période, je vous propose une petite récréation. C'est un peu ardu. Alors, que nous apprennent les enfants prodiges? Parce que des enfants prodiges, il y en a partout. Il y en a une, j'ai l'impression qu'on m'en a présenté une fois sur un portable et que je n'ai pas su l'écouter correctement. C'était Jackie Evanko? Oui. D'accord. Alors, elle est là. Ben oui, parce que c'est effectivement, sans aucun doute, je l'avais écoutée un peu trop vite. Je fais mon mea culpa. Je l'avais écoutée un peu trop vite. Comment? Ouais, voilà. Non, il n'y a aucun doute, c'est une enfant prodige. Alors, il y a aussi, j'ai trouvé un petit garçon qui, lui, son histoire remonte à beaucoup plus tôt. Et vous allez voir que, enfin, c'est impressionnant, quoi. Il est d'abord tout petit de taille. Non, c'est pas ça. Je reviens, pardon. Voilà. Bon, ça fait un peu kitsch, hein. On ne voit pas très bien, mais c'est un vieux. Voilà. Quand on l'a entendu une fois, on a quasiment la réponse. Un petit dernier pour la route. Ah non. Voilà. Voilà. Donc j'étais un peu désolée d'apprendre qu'il avait fait une carrière qui s'était pas forcément terminée aussi brillamment qu'elle avait commencé, mais il s'est produit de nombreuses années voilà, avec cette voix qui était cataloguée comme une petite voix de Luis Mariano. Il s'appelle comment? Joselito. Voilà. Il avait quel âge? 12-13 ans à cette époque-là. Hein. Voilà. Vraisemblablement déjà. Je voulais vous demander quelque chose. La voix semble rentrer dans l'ordre, je dirais comme ça, quand l'enfant devient adulte. Rentrer dans l'ordre? Oui, dans l'ordre, reprend son cours normal parce que j'ai eu l'occasion d'entendre adulte. Ah, vous l'avez entendu? Oui, très bien. Vous le trouvez sur YouTube? Hein. Oui, mais adulte. Je n'ai pas cherché adulte. Si, cherché adulte. Quand j'y rentrais dans l'ordre, je veux dire, c'est plus prodige, quoi. Disons que la voix est normale. Mais alors, la question c'est... C'est ce qui est surprenant. Mais vous posez la question importante vis-à-vis de l'enfant prodige. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant est prodige au niveau du chant s'il a très tôt une voix d'adulte? C'est la question. Parce qu'un enfant prodige, par exemple, sur un instrument, il ne joue jamais comme un adulte. Il joue mieux qu'un enfant du même âge, et quelques-uns
peuvent éventuellement jouer comme un adulte. Je parle aux pédagogues qui sont là. Alors, bon, voilà pour le garçon, on en reparlera peut-être après, et je vais vous présenter, avec mon mea culpa à Nathalie, la petite Jackie Evenko. Alors, il y a sur YouTube précisément des petits éléments de son évolution vocale qui sont vraiment très intéressants parce qu'elle n'a pas commencé comme ça. Donc, elle a travaillé sa voix, elle n'avait pas une voix superposable quand elle avait 7-8 ans, je crois que ça a démarré à peu près à ce moment-là. Et j'ai choisi le bis préféré de Maria Callas, qui vient de Janis Kiki, qui est la supplication d'une petite fille à son papa pour qu'il la laisse avoir l'amoureux qu'elle veut, enfin d'une jeune fille, on imagine. Et alors, à vos oreilles. Comme le triple saut, hein. C'est un enfant prodige, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Après, je me suis dit, finalement, si on avait des enregistrements de Malibran, d'un Malibran qui a commencé à chanter les grands rôles à 15 ans, peut-être qu'on aurait des choses comme ça, si ce n'est qu'elle, elle va s'orienter certainement un peu vers le belting. Les derniers enregistrements que j'ai pu voir, donc elle a déjà 2 couleurs vocales, clairement, qu'il faut d'ailleurs hein, pour ces rôles-là. Mais Jackie Evenko, elle rapporte quand même un amour du lyrique qui fait penser qu'éventuellement elle peut aussi faire une vraie carrière lyrique. Alors, pour les musiciens ou pour ceux qui connaissent bien la partition, je comptais le faire à la fin, mais je vais peut-être le faire tout de suite. Je vais vous faire entendre une autre personne qui chante la même chose. Pas un enfant prodige, hein, un enfant normal, qui n'est pas un enfant d'ailleurs. Et puis vous allez me dire ce que vous entendez comme différence. Ok ? Alors, c'est exactement la même chose ? Non. C'est quoi la différence principale ? Je ne parle pas du style, c'est pas si important que ça. C'est quoi la différence principale ? C'est pas la même tonalité ? Ouais. Voilà, la partition, ce qu'elle chante, la petite, c'est un
Fa dièse, un sol bémol, et la note écrite, c'est un La bémol. Voilà. Donc ils ont l'intelligence quand même, ces coachs, de ne pas la faire chanter à la vraie hauteur. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir, comment elle s'appelle, Michel Castellango, pour la sensation de hauteur. Parce que j'avoue que quand je l'ai entendue pour la première fois, je me suis dit, putain, elle le fait. Et puis après, je me suis dit, il faut que je vois exactement ce que c'est que cette note, et c'est un Fa dièse. Donc la note aiguë, voilà. Donc, elle le fait de façon quand même tout à fait homogène. Ah, complètement. Et ça, après tout, ça ne veut pas forcément dire que dans quelques années, elle ne peut pas effectivement le gérer. Absolument. Elle est un enfant prodige, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est assez intelligent de lui avoir épargné de se confronter à cette difficulté et surtout de ne pas lui avoir imposé de le chanter pianissimo comme il faut le faire. Voilà. Donc, pas de doute, Nathalie, je m'étais trompée, je ne l'ai pas assez bien écoutée, mais c'est incontestablement... Il faudrait qu'on regarde d'autres vidéos d'elle parce qu'elle fait des duos avec oui. des sopranes. Oui, avec des grandes sopranes. Célèbres. Oui, oui, absolument. Et elle chante, elle fait des duos. Donc. Oui. Oui, mais après, tu peux toujours... Mais c'est une enfant prodige, il n'y a pas de doute. Bon, voilà. Mais comme tu le dis, elle n'était pas prodige au départ. Ah non. Elle a un jour dans sa vie émis le souhait d'apprendre à pratiquer le chant lyrique, très tôt, très jeune. Et en l'espace de 2 ans, ce qu'elle renseigne, en l'espace de 2 ans, elle a effectivement très bien coaché, très bien suivi. Ah oui, incontestablement. Elle a développé cette capacité. Là où c'est prodige, c'est que c'est vrai qu'un enfant normal, peut-être qu'en 2 ans, n'aurait pas atteint ce niveau. Il n'y a pas de doute, tous les enfants ne peuvent pas faire ça. Et puis après, bon, les voix, les pédagogues le savent mieux que moi, ça se juge dans la durée, bien entendu. Hein. Après, tout est possible, mais une notoriété pareille à cet âge-là, c'est absolument magique. Je voulais quand même préciser, puisque... bon, je peux très bien le dire, moi je faisais partie de ces enfants petites puisque je suis contractée de naissance et les médecins de l'époque disaient que j'avais fait une mue précoce. Mais moi j'en ai beaucoup, j'ai été très perturbée, il faut le dire. Donc j'avais cette puissance vocale, la voix que j'ai actuellement, je l'avais petite. Et je peux dire une chose, en voyant cette petite fille, c'est que son évolution dans sa façon de chanter évoluera très peu. Ah, ça... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour rentrer dans l'ordre, par rapport à Rossellito, qui était... bon, l'enregistrement n'était pas bon, Rossellito, oui, bien sûr. Mais il avait une voix particulière. Et donc, quand on a ces possibilités-là petites, d'abord on se demande pourquoi on est comme ça, déjà, et par la suite, on évolue, mais toujours en fonction de ce que l'on a là. Voilà. Donc les performances, on verra ce que l'avenir nous dira, mais tout rentre quelque part dans l'ordre, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que tout aboutit au même type de voix, je ne sais pas, moi je suis beaucoup plus optimiste que vous, et je pense que tout est ouvert pour cette petite fille. Mais tout est possible. Ce qu'elle fera, mais petite, elle est tellement portée haut, on a, médiatiquement parlant, dans le chant lyrique français, on a connu une jeune prodige qui s'appelait Alexia Cousin. Oui. Voilà. Qui s'appelait Alexia Cousin. Voilà, ça rend pas optimiste. À 20 ans, elle avait tout raflé, elle avait tout chanté, partout. C'est le danger. Mais après, ça dépend de chaque individu, comment ils sont entourés, comment ils sont coachés, et elle a arrêté d'un coup. D'un coup, elle a tout arrêté, elle a disparu du... À 20 ans, elle chantait les sopranos dramatiques, ce qui était suicidaire. Ben voilà, moi je sais pas, moi je veux être optimiste. Avant de vous parler des voix pathologiques, que disent les pédagogues ? Moi, je veux dire, je vais aller pessimiste sur ce qu'on vient d'entendre, parce que après, si je veux dire, ça dépend de l'éducation qu'elle aura. Le fait que ça ne soit pas prodigé en devenant adulte, bon, ça c'est assez normal. Ce qui relève du prodige, c'est ce qu'on entend à cet âge-là. Voilà. Mais après, je veux dire, avec une bonne conduite vocale, ça peut faire une chanteuse tout à fait honnête. Plus tard. Après, la question qu'on peut se poser, c'est cette éducation-là de la voix à cet âge-là. Franchement, je ne sais pas. Mais on peut se demander quand même si ça peut pas faire quelques dégâts en termes
je dirais, sur la stabilité de la voix plus tard, sur voilà, ce vibrato qui est déjà fort installé à cet âge-là. Chez la petite ? Oui, chez la petite. Vous avez trouvé beaucoup de Oui, vibrato? oui, Parce que chez l'adulte, il y en a bah, même d'ailleurs ça, d'accord. ce jour-là certainement un peu plus Ça, que, d'accord, que- mais déjà chez la que petite, d'habitude. il y en a. Je veux dire, c'est pas des sons droits. Oui, ils sont quand même, oui, proportionnellement, on voit l'enfant On voit déjà- davantage on voit- que sur on voit sur ces tenues dans l'aigu la mâchoire qui bouge un peu. Voilà. Donc ça, c'est des signes voilà, qui sont un peu juste, on dit attention. Voilà. Mais bon, après, ça dépend. Voilà, à cet âge-là, on ne peut pas quand même dire que... Bon. Oui, des signes de forçage. Ah, c'est terrible, hein. Moi, je connais des grandes sopranos qui font des carrières extraordinaires, comme Patricia Cioffi, par exemple, et qui chantent comme ça. Bon, après, voilà. Là. Bon. Alors, maintenant, on va quitter le beau. Le moche. Non, pas le moche, mais le malade. Oh, j'ai mis ça. Oh là là, où je suis là? Pardon, j'ai perdu mon fil. Non, pas du tout, j'ai cité Nathalie Henry. Mais j'en ai déjà parlé. Donc, alors, voilà. Alors, on va aborder la question de la pathologie de la voix et donc des dysphonies de l'enfant, des troubles de la voix chez l'enfant, chanteur ou pas chanteur. Et je vais vous faire entendre ce que nous, en médecine de la voix, nous entendons comme enfants avec des problèmes de voix. Parce qu'en fait, la palette est très large et on peut avoir des choses qui sautent aux oreilles de tout le monde et puis des tout petits troubles qui n'interviennent que dans certaines performances de la voix chantée, qui n'interviennent que personne n'entendrait si l'enfant on ne demandait pas de performance vocale à l'enfant. Alors, je vais essayer de vous plonger dans le son des enfants dysphoniques. Je vais partir à Trémigny une semaine avec ma classe et Voilà. Un soir, on entendez des va comme aller ça. observer les animaux dans la nuit qui dorment. Mignon comme tout. Un autre jour, on va... Voilà. Et d'un, deux. Mathieu, 5 ans. Attends, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais te dire? Attends, moi, je vois et je sens, Voilà. prends, Bon, voilà. C'est difficile de faire un enregistrement d'un enfant de 5 ans. Ça, c'est juste pour vous. Et alors, là, voilà je dirais, le sommet de la pathologie vocale. Il chuchote. Donner des coups de tête dans le micro. Elle est souris verte et courait dans la voiture à cape-parade. C'est Michel. Voilà, ça c'est sévère. Il a pratiquement pas de voix, quoi. Voilà. Peut-être un petit dernier pour les choses très légères. Pendant que tu étais sur la plage cet été, bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait d'avaler les crayons des cahiers et d'aller comme on voit sur le chemin de l'école? Voilà. Donc ce sont tous de jeunes enfants que j'ai pris là, hein, des enfants de moins de 6 ans, majorité de garçons, et un trouble de voix parlée qui s'entend chez tous quand même, mais qui est sur une échelle énorme, hein, de 1 à 100 entre le petit dernier et puis celui que je vous ai fait entendre en numéro 3, je crois. Alors on va voir ensuite à quoi ça correspond. Ouais. Alors, bon, on va rentrer, on va faire un petit peu plus de médecine. Qu'est-ce qui fait que ces enfants viennent nous voir, hein? L'enfant
souvent, il vient parce qu'il a un enrouement aigu, il n'a plus de voix, de façon comme ça, abrupte, fréquemment, ça revient. Avant, c'était tous les 6 mois, puis au fur et à mesure que ça devient plus fréquent, les parents se décident à consulter. Ou alors parce que la transformation de la voix de l'enfant est permanente. À un moment donné, la voix de l'enfant a changé. La troisième catégorie de demande, c'est que l'enfant ne peut pas faire en voix chantée ce qu'il a besoin de faire en fonction des endroits où il se trouve au niveau pédagogique et éducatif. Il y a aussi des demandes concernant l'esthétique de la voix, même chez les enfants. C'est assez troublant. Il y a des mamans qui amènent un petit garçon et qui disent « Ah, mais il a une voix de fille !» J'ai eu plusieurs fois. Hein. Il y a aussi l'inverse, des petites filles qui ont des voix très fluettes, très aiguës, avec des caractéristiques très enfantines, qui viennent consulter en fin d'enfance parce que ça ne change pas, elles restent toutes petites filles. Et j'ai pas une belle voix, c'est aussi un motif de consultation, sans trouble de la voix, sans dysphonie. Voilà. Nous, en médecine de la voix, on doit aider évidemment et la famille et les médecins généralistes à différencier ça des troubles de la parole et troubles du langage qui sont parfois associés, ça c'est un classique. Chez la plupart des parents, quand on a pas mal à la gorge, on n'a pas de problème. Okay, ça fait pas mal. Voilà. Alors, on va donc interroger la famille et l'enfant. Et là, très fréquemment, c'est très difficile de savoir quand les phénomènes ont commencé. Les parents n'ont pas tous une écoute très précise vis-à-vis du début des troubles. Il y a des particularités qui sont déjà repérées par les parents à la maternité. La maman dit « mais je le reconnaissais entre tous ». Alors évidemment, on fait la part des choses, on reconnaît presque toujours son enfant entre tous, mais il y a des voix particulières dès la toute petite enfance. Et on est tous habitués à ce que, en posant la question à l'enfant, « est-ce que ça te gêne, toi ?» L'enfant répond « mais pas du tout ». Et souvent, il se demande pourquoi il est là, traîné par sa maman. Bon, toutes les orthophonistes s'entraînent à évaluer cliniquement la voix des enfants, mais ce que je suggère quand même, c'est qu'on arrive à mettre en relation la plainte ce pourquoi le professeur peut déclencher une consultation avec ce que l'on risque de trouver sur les cordes vocales. Je m'explique. Si un enfant vient parce qu'il a du mal à chanter juste, il est conseillé dans une visite médicale parce que au cours de musique, au cours de chant, on a trouvé qu'il chantait pas juste. Bon, il a une difficulté, il vient en consultation et on lui trouve des nodules des cordes vocales. Moi, j'ai vu des enfants opérer des nodules des cordes vocales, pas par moi j'espère, et qui chantaient toujours aussi pas juste. Donc, il faut vraiment aller au cœur du problème pour comprendre exactement ce qui est la question posée. Je ne reviendrai pas sur la structure anatomique de la corde vocale, j'y ai passé la moitié de l'exposé, mais en plus de poser des questions vibratoires, elle pose des questions médicales parce qu'elle est très propice à l'édème. Il y avait certaines études, par exemple en sortie de classe, qui montraient qu'il y avait pratiquement 60% d'enfants qui présentaient quelques traits dysphoniques, c'est-à-dire un peu d'enrouement, un petit peu de trouble sur le timbre. Et ça, probablement, parce que cette structure lâche est très propice à l'édème. Évidemment, ils ont beaucoup d'infections ORL. On va chercher à évaluer la voix, on va chercher à l'évaluer sur la conversation spontanée. Pour les tout petits, on va leur faire décrire des images. Quand ils sont plus grands, on les fait lire avec des textes appropriés. On va faire une évaluation subjective, je ne reviens pas là-dessus, tout le monde connaît ça, de la qualité de la voix. Voilà, je vous débite tout ce qui traîne dans tous les livres de phoniatrie. Pardon ? J'ai
on a entendu un magnifique exposé sur Joyeux anniversaire la dernière fois. Et je crois que j'ai un petit peu influencé mes collègues à utiliser Joyeux anniversaire, tout simplement parce que, on peut évaluer l'octave, évidemment, et sans faire une étude très fouillée des productions que fournit l'enfant, on sait tout de suite s'il peut aller jusqu'à l'octave ou pas. Quoi qu'il y a des problèmes de justesse qui s'en mêlent quelquefois, qui rendent les choses un peu plus compliquées. Mais rien n'est simple. Alors, j'ai essayé, ça c'est une petite contribution personnelle, tout le monde cherche à évaluer combien un enfant peut surmener sa voix, comment on peut le décrire, comment on peut le chiffrer. Alors on avait fait un petit travail avec Jean-Philippe Éperon, qui est à Thonon-les-Bains, qui est un excellent phoniatre, sur comment essayer d'évaluer le surmenage de la voix et essayer de le chiffrer. Alors on peut le décrire, on demande à l'enfant s'il joue au foot, s'il anime des bruits de personnages, des bruits d'oiseaux, enfin ça c'est assez fréquemment rencontré. Alors on avait fait donc ce petit travail qui doit être disponible encore sur combien de temps on peut évaluer l'utilisation vocale de l'enfant, mais on ne va pas mesurer le temps. Il y a des gens qui le font pour les enseignants. Hein. Je n'ai pas encore lu ce travail d'Angélique Romacle, mais je pense qu'elle a mesuré au niveau du travail. Au niveau de la maison, c'est assez difficile. Donc on demande une évaluation subjective sur une échelle à 4 barreaux. Jamais, presque jamais, souvent, très souvent. Et on met une note. On demande aussi à l'enfant et à sa famille de demander s'il parle ou s'il chante très fort. Fort. 4 barreaux également, 4 chiffres 1, 2, 3, 4. Et s'il crie, combien 1, 2, 3, 4. Et on fait un score. Alors le seul score qui avait été validé dans l'étude, c'était le parler chanter fort avec présence de nodules. Il avait été validé. Voilà. Donc je trouve que c'est pas trop mal, non seulement de décrire les situations, de les trouver, parce que c'est pas toujours évident. Les parents sont pas forcément sensibles, mais ils parlent comme les autres enfants, quoi, mon enfant. Mais après, quand on détaille, quand on va chercher d'un peu plus près, on arrive à trouver et à essayer de quantifier le surmenage de l'enfant. On a l'habitude de dire que ces enfants qui ont des troubles de la voix, on peut les avoir à la fois avec des profils extrêmement joyeux, hyperactifs, ou des profils plus anxieux, plus inquiets des performances, plus attachés à bien faire, et avec des tensions parfois. Il y a les VHI adaptés à l'enfant, je ne reviendrai pas dessus. Il y a la compréhension, l'évaluation de la gestuelle phonatoire, la dysfonction posturale, la dysfonction de la coordination du souffle et de la voix. Et puis, alors voilà, un autre de mes petits dadas, c'est essayer de comprendre et de classifier une difficulté à chanter juste chez ces enfants qui viennent en consultation. Alors, première catégorie, on reçoit des enfants, ou des adolescents d'ailleurs surtout, qui ne chantent pas, qui n'aiment pas chanter, et qui ne veulent pas chanter. Qu'est-ce qu'on fait ? Ne chante pas mon enfant, joue au football. Voilà. Alors quelquefois c'est en contradiction avec un projet musical, parce que l'enfant n'aime pas chanter, mais il aime bien jouer de l'instrument. Et comme il fait une formation de conservatoire ou d'école de musique, il y a un moment où c'est pénalisant de ne pas chanter. Bon. La deuxième catégorie, j'avais fait ce travail avec des professeurs de musique parce qu'ils se demandaient quels enfants envoyer en consultation et quels enfants étaient plutôt aptes à bénéficier de la pédagogie, tout court, pédagogie ou médecine. Alors, la justesse qui est présente chez un enfant avec une voix un peu dysphonique, mais quelques sons dans les inflexions ascendantes sont en dessous, sont bas, il y a une pathologie de corde vocale possible. Donc cela, on peut les voir en bilan phoniatrique ou orthophonique et phoniatrique. La troisième catégorie, l'enfant ne peut pas intonner plusieurs sons de suite, même quelquefois un seul, quelle que soit la hauteur, sans enrouement,
Et là, on va justement rentrer dans les questions de retard d'installation du langage musical implicite. Alors, c'est pas une notion tellement, comment dirais-je, courante. Hein. Le retard d'acquisition du langage musical implicite, je ne dirais pas que je fais partie des premiers à en avoir parlé, mais presque. Voilà. Donc, il y a des publications sur à quel âge peut-on intoner un schéma musical simple. Les premiers schémas musicaux, il y a des enfants de 2 ans qui entonnent un schéma musical à 5 tons à peu près juste, mais l'intonation sur un schéma musical un petit peu plus complexe, 7-8 ans. Que disent les pédagogues ? C'est vrai qu'après, ça dépend quand même beaucoup de la formation de l'oreille aussi. Voilà, du bain musical implicite. Voilà. Très bien. Bon, donc il peut ne s'agir que d'un retard d'installation. Et pour avoir vu des enfants qui venaient en consultation à 5-6 ans en ne chantant pas juste et être devenus professeurs de formation musicale après, je milite pour que surtout on les laisse chanter et qu'on les fasse encore plus chanter que les autres. Oui, c'est à cela qu'on dit tais-toi, arrête de chanter. Voilà. Voilà. Donc. C'est souvent d'ailleurs des adultes qui arrivent en cours de chant persuadés qu'ils chantent faux, et ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. C'est terrible ce qu'on peut dire à un enfant de ce point de vue-là. Les dégâts que ça peut faire. Alors je croyais que ça avait passé, que la culture de ce côté-là, bon pas au CRR évidemment, mais j'en reçois encore des enfants. Pour une raison simple, c'est qu'un enfant placé dans une chorale, dans une école, et qui, entre guillemets, bourdonne, c'est-à-dire qui influence sur la qualité du groupe, il y a certains enseignants qui n'ont pas la patience ou pas la possibilité de conserver ces enfants en leur permettant de continuer à chanter, de s'entraîner sans les évincer. Ça arrive encore. Voilà. Voilà, là, on arrive sur des pathologies plus possibles. Hein. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui intonne bien en mécanisme 1, en voix grave, il intonne juste sur quelquefois une octave, et puis dès que ça dépasse, dès qu'il faut chanter un peu plus aigu, eh bien ça ne va plus, et là on est assez fréquemment dans la pathologie de corde vocale. Alors, dernière catégorie de mon plaidoyer là, c'est les enfants qui ne chantent pas dans les aigus, qui ont du mal à alléger leur voix, mais qui ont une étendue large, plus d'1,5 octave, dès qu'elle est dans les graves, belle voix grave à encourager. Ce qui n'est pas tellement les habitudes françaises. Ce ne sont pas les habitudes françaises, hein, qu'on encourage beaucoup plus en Espagne, voilà. Pour l'enfant qui chante juste sur quelques sons graves et faux de là, c'est quel type de pathologie qu'on a retrouvé sur ces... Alors je vais les décrire. Dans la plupart des cas, c'est des pathologies nodulaires ou kystiques, les deux pathologies bénignes de l'enfant, hein, des kystes épidermiques, enfin, des lésions tout à fait bénignes, certaines liées au surmenage, d'autres révélées par le surmenage vocal. C'est des choses qu'à ton avis sont là présentes au départ ou... Il y a les deux catégories. Il y a les deux catégories dont on va parler. Mais dans les deux cas de figure, le surmenage vocal les met en évidence. Et on les entend sur la voix parlée ? Oui. Ah, enfin oui, pas forcément, j'ai dit oui. Non, pas forcément. On peut ne l'entendre que sur une inflexion intonative qui monte, un intervalle ascendant. Oui, donc, paf. dans un usage, Ah oui, ça peut ne s'entendre que sur la voix chantée, comme chez l'adulte d'ailleurs. Hein. Alors. Mais par rapport à cette tessiture grave à développer, est-ce que c'est pas un risque de fatigue à long terme pour l'enfant de ne pas lui développer ce mécanisme 2 justement ? Ça, c'est une sacrée question. Parce que c'est vrai que c'est souvent un peu dans ce sens-là qu'on cherche justement à faire travailler les enfants, notre travail sur la voix de tête et tout ça, parce que même avec une belle tessiture grave,
il y a toujours une crainte, en tout cas moi de ma part, quand je fais travailler les enfants, sur la fatigue à long terme, d'utiliser voix de poitrine et de pouvoir se fatiguer et de se couper d'une possibilité d'aller vers ensuite une voix mixte ou ensuite... Ouais. J'aime beaucoup votre question parce que j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Attendez, je vais quand même vous dire les éléments de réflexion autour de ça. J'ai pas la réponse. Je croyais l'avoir avant. Plus on vieillit et moins on a de réponses. Je croyais en effet comme vous qu'il fallait alléger la voix des enfants, trouver leur mécanisme de tête, leur mécanisme pour être dans la voie la plus saine possible à moyen et à long terme. Et puis, j'ai fait connaissance avec la culture américaine, anglo-saxonne, où, eh bien non, on privilégie bien souvent le mécanisme 1 dès la petite enfance. Et ça, ça corrobore, ça correspond à un style. Oui. Hein? Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse. Pour soigner une voix, en général, on l'allège. D'où l'idée, effectivement, que si on est en mécanisme plus léger, on serait moins dangereux, entre guillemets, qu'en mécanisme lourd. Mais franchement, je ne sais plus. À chercher. Oui, moi je voulais dire, dommage que vous ne m'avez pas connue petite, parce que j'en ai... Et vous n'avez pas des enregistrements de vous? De cette voix grave, enfin j'en ai souffert, non, c'est les autres qui mettaient le doigt dessus. Je passais dans les mains de tout le monde, voilà. Et mon père m'a formée, mais justement, ce que vous disiez, j'ai été formée en tant que ténor, hein, la voix lyrique, donc je ténorisais dans le plein sens du terme, mais j'ai jamais travaillé. Pour moi, c'était interdit de travailler en voix de tête. Et maintenant, depuis que j'enseigne la vocale, bien sûr, je me suis rendu compte que ce n'était pas un passage que j'avais, c'est un fossé. Et j'ai 3-4 notes que je ne peux pas avoir, mais au-dessus, j'ai une puissance. Alors, vous voyez, ça peut peut-être un petit peu répondre, mais c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière vocale sur ma voix de poitrine, et très performante. Elle était très très performante. C'est maintenant que je voudrais faire autrement. Et quand je passe ce passage, au-dessus, 3 notes au-dessus, je retrouve cette puissance que j'ai en voix de poitrine, en voix de tête. Alors, je suis vraiment, pour moi, toute ma vie, j'étais complètement décalée, et psychologiquement et tout, parce que j'étais vraiment entre les mains de médecins et autres qui m'analysaient. Pour une petite fille, surtout à l'époque, c'était pas facile. Voilà. Votre passage, il y a quel... Moi, je me situe entre... déjà, alors j'ai baissé, parce que j'ai 68 ans maintenant quand même, mais j'ai pas énormément bougé. Il se situe, on va dire, Fa, Sol, La, alors, 3e, 4e, Fa, Sol, La. On peut dire à peu près. Au-dessus de la portée, un peu de Au-dessus ça? de la portée, oui. Ouais, c'est haut, hein? Et je descends ça va être très tête bas. à cet endroit-là. Et là, j'ai mon passage, 3 notes difficiles pour moi, et après, je monte. Après, c'est bon. Alors, avec votre permission, on va revenir sur l'enfant que vous étiez, mais que... Oui, c'est très aigu, c'est très aigu. C'est parce que c'est pas dans vos limites décrites, hein, au niveau des mécanismes. Bon. Ça monte très haut, quoi, comme mécanisme. Hein. Voilà. Alors, on va revenir à l'enfant. J'ai l'impression que dans le cadre d'une culture occidentale lyrique, on a quand même intérêt à favoriser le mécanisme 2 au départ. Et dans le cadre d'un intérêt pour les cultures anglo-saxonnes, ou la chanson, ou les musiques actuelles, eh bien le mécanisme 1. Anglo-saxonne, tout ce qui est pop. Non. Plus que ça, le belting, la voix de Leggett, enfin toutes ces voix qui sont des voix quand même très larges, très travaillées, qui ne sont pas seulement de la chanson, voilà. Et en fait, je ne sais pas si les spécialistes des mécanismes qui sont ici me diront si je dis une bêtise ou pas, j'ai l'impression que selon que l'on travaille l'un ou l'autre, on développe l'un ou l'autre. En partie. Tu veux dire, soit on travaille l'un ou l'autre, on développe l'autre ou l'un? Oui, c'est ça. Quand on développe quand on travaille le mécanisme 1, on développe aussi le mécanisme 2? Non. Non.
Non. Lorsqu'on travaille. Non, Oui. on travaille. Ouais. Oui, c'est mon impression. Maintenant, voilà. Je vous dis, il y a quelques années, avant d'avoir rencontré les savants de cette équipe, je pensais qu'il fallait effectivement, comme vous, alléger le mécanisme, chanter avec les petits-enfants entre Mi 3 et Mi 4, voire entre Do 3 et Ré 4, et puis pas en dessous. Et puis eh ben... Je ne sais plus exactement. Est-ce qu'on ne peut pas aussi s'appuyer sur la façon dont ils parlent? Parce que du coup, ces enfants, ils ont peut-être aussi une façon de parler en mécanisme 1 et en mécanisme 2. Oui, mais si on inverse la proposition et que l'on compare la voix parlée, soit des chanteurs, soit des non-chanteurs, à ce qu'ils font en voix chantée, on a quand même quelquefois d'énormes discordances. Pour les enfants? Aussi, oui. Parce que pour les adultes, c'est clair, mais pour les enfants, est-ce que c'est aussi... Ouais, bon. C'est une question qui... En tout cas, c'est des fois lié à ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie aussi. Des fois, un enfant qui a très envie de chanter, grave et qui aime cette voix-là, il y a un facteur psychologique aussi de ne pas avoir envie de... Il faut dire aussi, quand même, que la culture implicite dominante, c'est pas l'opéra. Oui. Clairement. Donc, ce qui rentre dans les oreilles, dans les cerveaux musicaux de nos enfants, c'est la culture anglo-saxonne, vocale anglo-saxonne et de langue aussi d'ailleurs. Hein. Donc, de là à penser que maintenant ils sont formatés, sauf milieu particulier où on cultive cette écoute-là, de là à penser qu'ils sont globalement formatés plus pour cette typologie de voix que pour la typologie de voix qui donnait des petites voix chez les dames qu'on peut entendre sur les enregistrements radio des années 50, 40, je pense que oui. Hein, voilà. Je suis désolée, j'ai plus de questions que de réponses, mais voilà. Même si effectivement ils sont de plus en plus formatés sur les musiques actuelles, dans la pratique chorale, que ce soit en milieu scolaire ou dans les écoles de musique, ils sont quand même encore en train d'utiliser cette petite voix. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas d'exemple de personnes qui leur fassent chanter vraiment en mécanisme 1. On leur fait chanter en mécanisme 2, vraiment. Après, il y a ceux qui s'adaptent pas, mais moi, je vois pas les professeurs de chant faire chanter en mécanisme 2. Ça, c'est même un s'ils autre sont problème entraînés dans qui est cette plus culture. lié à une esthétique particulière, mais dans les écoles, est-ce que c'est pas dû au fait aussi que l'intervenant, souvent en face, est une femme? Mais oui, bien sûr. Et donc le phénomène de mimétisme fait que l'enfant reproduit ce qu'il entend en mécanisme 2 aussi. Et puis il y a peut-être aussi autre chose, c'est qu'on est face à des enfants, donc on a une attitude un peu de douceur, on n'a pas forcément envie d'être agressif, masculin, face à des enfants. Mais quand même, il persiste beaucoup dans nos cultures pédagogiques qu'il faut faire chanter les enfants en mécanisme léger. C'est très très ancré. D'ailleurs, quand on en a commencé à en discuter, j'étais dans cette culture-là. Parce que je l'ai vécu comme optimisant une voix. Bon, il ne faudrait pas que la culture lyrique disparaisse. Oui. Ce que je trouverais fort dommage quand même, hein, et qu'on soit totalement envahi par une autre culture que j'aime bien aussi, mais voilà. Alors, si vous voulez, pour qu'on essaie de finir on time, là, on va parler un petit peu des lésions de cordes vocales. J'ai peur de vous couper l'appétit. Ce serait bien. Bon. Alors... il y a une seule chose qui nous fait du souci pour les enfants enroués. Les enfants enroués, on a très peu ou pas de cancer, heureusement. Je ne crois pas qu'il y en ait dans la littérature. Hein, Sylvie, vous n'en avez pas quand même. Bon. Alors, ce qui nous fait peur chez les enfants et qui arrive parfois, je vais vous en montrer un, c'est le petit d'ailleurs qui avait du mal à parler, c'est la papillomatose laryngée. Alors, la papillomatose laryngée, c'est une maladie virale. C'est le même virus qui donne des condylomes chez les mamans, lesquels condylomes donnent parfois le cancer du col de l'utérus. C'est une maladie
dont je vais vous montrer un exemple. Alors, l'examen laryngé, il est donc destiné à ça. Il est destiné avant tout à éliminer des lésions graves. C'est très rare, mais il m'est arrivé de faire ce diagnostic pour des enfants qui avaient du mal à chanter au conservatoire. 2 fois. 2 fois. C'est pas très fréquent, hein, sur les centaines d'enfants que j'ai vus. C'est pas très fréquent. Alors, on peut pratiquer cet examen très vite chez un enfant en confiance. Je préfère, chez ces enfants habituellement et eux aussi, l'examen à l'endoscope rigide que la nasofibroscopie qui est quand même plus intrusive. Bon, mais c'est un peu au choix des fois, hein, chez les enfants. Je leur dis, je leur propose. Voilà, attention au calibre des fibres, c'est pas les mêmes fibres que les fibres adultes. Et à la douceur extrême nécessaire. Vous allez entendre ce que je leur dis pendant les examens. Des encouragements. Voilà. Et là, je prends toujours un petit risque, parce qu'il arrive que je ne fasse pas d'examen des cordes vocales à un enfant que je vois pour la première fois. Très craintif, très inquiet. Je préfère avoir un premier contact qui ne grave pas dans le marbre, que sa voix c'est quelque chose d'intrusif avec quelque chose qui vous rentre dans la gorge et qui n'est pas lié au plaisir de la voix, quoi, ou au plaisir tout court. Donc on fait un premier contact et bien entendu je prends fermement rendez-vous avec la famille pour qu'on puisse à un moment ou à un autre, dans un délai très raisonnable, qui dépend bien entendu de l'ampleur de l'enrouement. Si c'est un enfant très enroué, ce sera un délai proche. Si c'est un enfant très peu enroué, on a le temps. Alors, je ne sais pas ce que j'ai écrit là. Voilà. Alors, je vais vous passer rapidement les principales catégories de problèmes de cordes vocales et je vous en montrerai des exemples. Très souvent, il n'y a rien. Le larynx est normal. Il est juste un petit peu gonflé, un petit peu édémateux. C'est très très fréquent. Alors que l'enfant est dysphonique. Il a un trouble de voix. On a aussi des troubles de mobilité. Il y a des enfants qui ont des paralysies de cordes vocales. Ça existe. Ça existe dans certains problèmes cardiaques, congénitaux. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire le détail. La papillomatose. La principale catégorie, ce qui remplit nos consultations, c'est la présence de lésions nodulaires. Jusqu'à maintenant, le concept n'a pas varié. Conséquence du forçage et du surmenage. Malmenage et surmenage. Trop de voix, trop mal, on va dire. Hein? Il y a aussi les kystes muqueux. C'est le port d'une des glandes muqueuses de la muqueuse qui se bouche sous l'effet du surmenage vocal. Je vous en montrerai un exemple, on voit ça très très bien. Et qui font kyste. Et alors là, il y a un départ assez précis dans le temps. À un moment donné, l'enfant se souvient ou sa famille se souvient que la voix s'est abîmée. Et il y a des lésions dont on doit la description principale à l'équipe Bouchaillé-Cornu, qui sont les kystes et lésions épidermiques, qui, elles, ne sont pas créées par le forçage vocal, mais révélées par le forçage vocal. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'entendrait pas forcément si l'enfant ne forçait pas la voix. C'est clair? J'essaie de les catégoriser. Il y a des catalogues, hein, je ne rentre pas dans les détails. J'ai une question. Une lésion nodulaire, mais un nodule, c'est uniquement la conséquence d'un forçage vocal ou ça peut être un nodule spontané? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, très bien. Ce qu'on appelle nodule au niveau des cordes vocales, c'est quelque chose qui est toujours situé au même endroit, sur la place sur la corde vocale, à l'union du tiers moyen et du tiers antérieur. C'est quelque chose qui a un aspect qui peut se décliner en 3 catégories. La spicule nodulaire, le nodule arrondi et le fuseau nodulaire. Tout ça, c'est la même chose. Guy Cornu a ajouté le pseudokyste. Hein, mais bon. Donc ça, c'est famille nodule. Et famille nodule, contrairement aux nodules qu'on peut avoir je ne sais où ailleurs, sur les cordes vocales, c'est toujours bénin. C'est toujours la conséquence du malmenage et surmenage vocal. Si on est vraiment dans le diagnostic. Hein? Tu peux faire une petite explication de ce que tu appellerais surmenage, on imagine bien, et malmenage? Alors, il faut revenir à la diapositive sur posture et sur coordination pneumophonique et sur
utilisation vocale inappropriée à la structure acoustique de l'endroit, ce qu'on appelle entre guillemets place de voix. Du coup, un malmenage pourrait être aussi une forme d'hypotonicité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est pas parce qu'on voit des cordes vocales qui ferment pas bien que c'est plus favorable à une bonne phonation que l'inverse. Des hypokinésies sont quelquefois liées à des tensions. Donc, c'est bon pour les grandes catégories. Ça, c'est vraiment consensuel, hein, par contre. Hein, jusqu'à ce qu'on découvre le contraire, peut-être, je sais pas. Voilà ce petit garçon, Thiago. Je crois qu'il n'y a que ma voix là-dessus, donc si on l'écoute, ça va. Sinon, on peut s'en passer, mais vous allez certainement rigoler. Alors, il fallait absolument qu'on voit cet enfant. Cet enfant m'est venu de Haute-Savoie et sur un diagnostic de nodule des cordes vocales. Voilà. Et je me disais, bon sang. Bravo, bravo, bravo. Voilà, je ne manque pas d'encourager ces petits, hein, parce qu'il a 5 ans. Vous voyez, le larynx est envahi de ses touffes. Oh, bravo, bravo. Voilà. Donc, il n'a pas de voix. Hein. Il n'a pas de voix, il n'a pas de corde vocale, il a un larynx dans cet état. J'espère que vous y voyez mieux que sur moi. Ouais, c'est pas terrible, hein, Atmos. Voilà. Et ça, c'est l'état de la fibre quand toutes les fibres sont mortes. C'était avant que je change. Mais enfin, on voit quand même que la chirurgie est la meilleure solution. Bravo, bravo. Oui, dis je te tords le cou, je te tords le cou là avec maman. Voilà. Je vous remonte le premier, le précédent. C'est bien, bravo. Ah ben, vous voulez réentendre la voix qu'il avait? Alors. Il n'avait pas de corde vocale? Si. Mais elles étaient noyées sous le flot de ces touffes papillobatteuses. Attendez, je vais vous les chercher. C'était très en arrière. Très en dessous, ouais. Voilà, c'est lui. C'est quoi les touffes papillobatteuses? C'est des muqueuses? C'est des petites pseudo-tumeurs, comme ça, des petits bourgeonnements qui envahissent le larynx et dont le principal défaut est d'être extrêmement récidivant. C'est-à-dire qu'on les enlève et puis c'est très très récidivant. Donc c'est ça qui est viral. Oui, mais c'est un virus, comme le virus herpès, il est tapi au fond des cellules et il peut ne pas donner de récidive et il peut revenir à certains moments. On a des patients adultes qu'on suit pendant des années. Alors d'abord, il utilise le chuchotement. Il a donné la... Les souris vertes Quand même, hein. qui couraient dans l'arbre, il attrape par la queue. En plus, il l'attrape par la queue, donc. Il a 5 ans. Hein. Voilà. Ne faites pas des cauchemars, c'est très rare. Le traitement essentiel, c'est la chirurgie. Ah là, oui. D'accord. Là, il n'y a pas d'alternative. Autant je suis une fervente militante de la rééducation orthophonique pour tout ce qui est nodules, kystes et lésions bénignes, autant là, on n'a pas le choix. D'ailleurs, il n'y a aucune raison, enfin je veux dire, il n'y a aucune façon d'échapper à la chirurgie pour ce type de pathologie. C'est ce que nous avons derrière en pensée à chaque fois qu'on a un enfant dysphonique, même si c'est très rare. C'est pour ça qu'on est obligé quand même de voir le larynx. On est obligé à un moment ou à un autre de voir les cordes vocales, même si beaucoup de ces anomalies bénignes, les nodules et tout ça, pourraient se suffire largement d'un bilan orthophonique et être très bien traités en orthophonie. Mais comme il y a ça de façon tout à fait assez rare, mais je vous dis, moi j'en ai quand même vu un certain nombre, quoi. Et là, en quoi va consister la chirurgie? Eh bien, je crois que j'ai montré le résultat. Ah, c'était ce qu'on... D'accord. Okay. C'est celui d'après. D'accord. Pas forcément. Moi, je fais partie d'une école non laser, donc pas forcément. C'est de la microchirurgie instrumentale. Et donc, ça peut dégénérer en cancer. Alors, c'est encore plus rare.
Mais par contre, il y a un problème, c'est que ça peut être obstructif sur le plan respiratoire. Et donc là, le danger, c'est évidemment que ces enfants... Et il y avait, dans le temps, il y avait des enfants trachéotomisés, comme ça. Ce que j'ai pas développé, c'est qu'à un moment donné, et encore un peu, on utilisait des antiviraux en injection dans la corde vocale. On le fait encore parce que justement ça diminue le nombre de récidives et le nombre de poussées, mais le produit est soumis à discussion. Le produit est soumis à discussion sur le plan pharmacologique et donc on n'en use que véritablement très parcimonieusement chaque fois qu'on a des récidives trop fréquentes. Et ce produit, l'acyclovir, le cidofovir, a transformé complètement le pronostic de ces enfants qui, pour certains, étaient trachéotomisés. Voilà. Bon, allez. J'avais juste une petite question. Est-ce qu'il a bénéficié d'une rééducation pour cicatriser? Ah oui. Ah oui, en post-opératoire, bien sûr. Bien sûr, il a été pris en charge là-bas, chez lui, à Thonon. Bien sûr. Moi, j'ai aussi une question sur son geste respiratoire associé, parce que j'imagine que dans la phase pré-chirurgicale, il est avec une forte pression robotique pour faire du son. Et du coup, une fois que tout ça d'un seul coup tout à fait. enlevé, c'est le centre de la problématique de la rééducation préopératoire pour toute chirurgie laryngée. C'est pour ça que nous faisons de la rééducation préopératoire, même sur des lésions qui vont être à coup sûr opérées. Parce que bien entendu, le geste vocal, en plus, ce que j'ai pas dit, c'est que le diamètre glottique chez l'enfant est proportionnellement beaucoup plus petit que chez l'adulte. Donc, quand c'est obstrué et que ça nécessite une forte pression pour faire sortir un son, c'est une adaptation très particulière. Mais le fait de ne plus avoir d'obstacle vibratoire, ça l'a transformé. Il a une voix comme ça, spontanément magnifique, quoi, à côté de ce qu'il avait. mais au départ, une voix très sonore qui se rééquilibre ou une voix normale? Attends, je te remontre. Oui, j'ai la voix sur le... J'ai aussi la voix en échantillon, mais je peux la retrouver en... Je peux la retrouver sur la vidéo. Est-ce que ça l'aide à articuler? Pour moi, non. Hein. Il la crappe. Il la crappera assez longuement jusqu'à ce qu'une gentille orthophoniste l'aide à attraper. Génial. N'importe moi. Génial, garçon. Bravo, bravo. Mais... Bravo. Non. Oui. Parce que Attendez, tu te tords le cou, moi. Pourquoi ça me fait mal au cou? Attends, je repasse. Hein. Je suis désolée de couvrir. Mais là, ça fait quoi? Tu te tords le cou, moi. Tu te tords le cou là avec maman. Voilà. Ça faisait quoi? Ça faisait plus d'un mois qu'il avait. Ah oui. Et je me demandais juste en poste. Le temps d'adaptation. Ouais, voilà. Dans la semaine. Ça a été très vite, hein. Ça a été très vite. Et alors les enfants, curieusement, ils observent très bien le silence post-opératoire. C'est très curieux, ils sont très... Alors les rares qui arrivent à l'intervention, parce qu'on va parler des interventions pour les enfants qui ont des pathologies vraiment bénignes, les rares, hein, on est d'accord, j'en ai discuté avec mes amis de Lyon ou avec ceux de Marseille ou de Paris, c'est quand même très rare en dehors de cette indication-là. Alors, voilà. Les lésions nodulaires, lésions engendrées par le surmenage et le malmenage vocal. Alors voilà quelques exemples qui viennent du rapport de la Société française d'ORL. C'est des grands enfants, hein. Voilà. Vous voyez, c'est ça, voilà, fuseau nodulaire. Je vous ai parlé de la famille nodule, alors voilà. Et une autre famille, aussi décrite par Guy Cornu, le pseudokyste. Voilà, il est pseudo parce qu'il n'est pas dans la corde vocale. Il est en surface, et puis de l'autre côté, il y a un petit fuseau nodulaire. Voilà. Famille nodule, surmenage et malmenage vocal. Alors je vais vous montrer quelques vidéos de petits enfants avec des lésions nodulaires habituelles. On y voit quelque chose à cette taille de... Bon, d'accord. Alors vous allez entendre la voix de Jean-Philippe Éperon.
plus longtemps. Et Voilà. plus longtemps. Ah, flûte, j'ai voulu faire un arrêt sur image et j'ai pas réussi. Alors, voilà. On voit cette espèce d'épaississement là des deux côtés. On le voit surtout mal ondulé en strobo. Vous le voyez? Oui? Ok, je vais pas t'embêter. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Ici. Ça va venir. Voilà. Vous les voyez? Oh, sous la barre. Ils sont là. Hein? Ça, c'est le petit nodule plus ramassé. Et dernière catégorie. Alors là, oui, une catégorie. Non, je crois que c'est pareil. C'est un tout petit enfant, ça. Des petits nodules. Pas encore. En général, la bonne image arrive à la fin de l'enregistrement. Oui, bravo, respire, bravo. Tu es vraiment très... Et les voilà. Vu? Ils sont là. Faut dire que chez l'enfant, on vole un petit peu les images, parce qu'évidemment, on reste le moins longtemps possible dans la gorge. Donc, dès qu'on a une image suffisamment parlante, on se sauve. Hein. Pas dire qu'ils adorent. Comment? Même les adultes. D'accord. Alors, je voulais vous montrer quand même un beau résultat orthophonique, parce que je me suis demandé ce qu'était cette... Et il dit, mon garçon, voilà, respire. Respire, 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 respire. Vous voyez ce machin là? C'est bizarre, hein? Voilà, c'était... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Contrôle, après 15 séances de rééducation. Comme ça. Voilà. Oh là, on voit rien. Bon. Non, parce qu'il était plein. Le pseudokyste, il est vraiment liquidien. Hein? Alors, après 15 séances d'orthophonie, voilà. Ça a quand même changé d'aspect. On est sur des nodules beaucoup plus classiques. Hein? Un petit épaississement. Voilà, respire, bravo. Bon, là, il n'y a pas de discussion, c'est orthophonie et vraisemblablement pas de chirurgie. Voilà. Alors après, l'autre famille, kyste muqueux par rétention. Bon, on le voit comme le nez au milieu de la figure. Hein? C'est une grande fille ou un grand garçon, je sais pas. Un grand garçon. Voilà. C'est quand même... Ça chiche comme ça. Allez, j'ai fait la petite effort. C'est bien ce que vous faites. Allez, c'est bien. Si je vous vois, c'est que ça doit être un grand enfant. Allez, grande fille. La grande fille. Allez, fille. Fille? Voilà, allez, encore. Ah non, c'est Philippe. Je ne veux pas que ça soit une fille. Voilà. On passe à la deuxième catégorie. Les lésions épidermiques, donc ce sont des anomalies du développement de la corde vocale selon la théorie communément admise. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une espèce de pastille blanche comme ça à l'intérieur de la corde vocale. Ce sont des enfants ou des adultes qui ont toujours eu la voix un peu enrouée, particulière. Il y a aussi ce qu'on appelle le pont muqueux. Voilà, une espèce d'anomalie du revêtement de la corde vocale qui, au lieu d'être continue, présente un pont qui est individualisé du reste de la muqueuse. Il y en a tout un catalogue. Hein. Et de ma bibliothèque à moi, voilà, des vergetures, hein, c'est-à-dire une perte de substance, en quelque sorte, une atrophie entre la muqueuse et le ligament. L'atrophie peut aller jusqu'au ligament. Alors, bon, j'ai caricaturé un petit peu, enfin, il y a des catalogues avec des subtilités, mais pour bien comprendre, les lésions acquises
entraînées par le surmenage vocal, il faut bien que tout le monde comprenne ça, et les lésions révélées par le surmenage vocal. Alors, que faisons-nous? Qu'avons-nous à notre disposition? Eh bien, évidemment, les médicaments, mais dans une part très très modeste, la rééducation orthophonique dans une part principale, et la microchirurgie dans une part très modeste. Alors, ce qui posait parfois un problème de prise en charge de ces enfants dysphoniques, c'est le calendrier thérapeutique. Et je crois que, en tous les cas, ici en France, j'ai plaidé pour qu'on n'essaye pas à toute force de sortir ces enfants de la dysphonie par un traitement en se disant on fait de l'orthophonie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nodules sur les cordes vocales. Donc l'idée c'est, d'abord il faut que tout le monde ait envie. Si on trouve un enfant dysphonique, une lésion bénigne, et personne n'a particulièrement envie que ça change, on va prendre du temps et voir comment on peut faire pour s'adapter à cette situation. Si la famille est motivée, au contraire, entre 2 et 6 ans, on explique bien aux familles comment ça marche. Et c'est très difficile dans notre médecine occidentale où on a une idée anatomopathologique, c'est-à-dire une lésion, un trouble. C'est pas une dysfonction, une lésion. Hein, on ne pense pas comme ça, on pense que si on a quelque chose sur la corde vocale, on l'a, comme on a un furoncle ou je ne sais quoi. Donc il faut bien que la famille comprenne que c'est à cause du malmenage et du surmenage qu'on a la voix qu'on a et qu'on a le nodule qu'on a. Entre 2 et 6 ans, c'est quand même difficile de faire beaucoup plus que de voir l'enfant à peu près tous les ans. Il y a des enfants qui sont aptes à bénéficier d'une rééducation orthophonique, à mon avis, très tôt, très très tôt, 3 ans, 4 ans, mais alors de manière très, comment dirais-je, très light, légère, pour ne pas saturer un enfant avec des contraintes et des obligations, et pour rester toujours dans l'efficacité plaisir, quoi, au point de vue vocal. Là, on peut démarrer dans la plupart des cas, mais c'est très fluide, hein, entre 6 et 7 ans, ça peut se discuter à tout âge. Une quinzaine de séances continues ou par cure de 5 séances. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire que l'enfant voit l'orthophoniste par flash, d'abord en continu, puis par flash, pour qu'entre chaque flash, il s'autonomise et qu'il puisse importer dans sa pratique quotidienne, dans ses réflexes, dans sa manière d'être, le comportement phonatoire qui lui apportera moins de soucis. C'est très rare la microchirurgie pour les enfants, c'est jamais avant l'âge de 9 ans. Je crois que ça y est, c'est rentré dans les mœurs de mes amis, de mes collègues ORL, je crois qu'ils font plus de microchirurgie chez les petits pour des nodules des cordes vocales, quoi. Ou alors ils suspectent autre chose, enfin. Oui, non, si, ça se fait encore? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la rééducation orthophonique? Eh bien, on n'attend pas que les cordes vocales se normalisent. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mes collègues qui disaient « Ah ben la rééducation n'a pas marché, il y a toujours un nodule ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. La rééducation marche lorsque l'enfant a réussi à modifier son comportement phonatoire. Lorsqu'il a réussi à diminuer le surmenage vocal, lorsqu'il a réussi à diminuer la dysfonction vocale, l'amélioration de l'organe viendra, mais après, petit à petit, dans un deuxième temps. Voilà. Et pour finir, parce que je ne pense pas qu'on fera la suite, l'enfant, plutôt, parce que quelquefois c'est un peu antagoniste entre les parents qui sont sensibles à la voix de l'enfant, pour des raisons qui quelquefois sont à creuser un peu. On peut voir l'enfant une fois par an, que ce soit en orthophonie ou en phoniatrie. L'orthophoniste étant l'alerte de la nécessité ou non d'un nouvel examen laryngologique. On insiste surtout sur la diminution du surmenage vocal. Il y a une différence entre les garçons et les filles. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux travaux qui sont venus corroborer ça.
mais il y a une dizaine d'années, j'avais fait faire une thèse à un médecin généraliste, où on voyait une très nette persistance de certaines lésions nodulaires chez les filles après la mue, alors qu'on sait très bien, de toute façon, que les nodules existent en majorité chez les femmes et en minorité chez les hommes. Et donc on l'a corroboré sur des enfants qui ont été suivis entre 4 ou 5 ans avant la puberté et 4 ou 5 ans après la puberté. Et les lésions avaient d'autant plus tendance à disparaître chez les garçons qu'ils avaient été suivis en orthophonie, mais les filles suivies en orthophonie avaient tendance à conserver quand même les lésions nodulaires plus longtemps que les garçons. Alors pour les raisons que je vous laisse trouver. Voilà. J'avais une diapositive de fin quelque part, mais je ne sais pas où elle est. J'ai perdu. Ah oui, tiens, c'est drôle. Bon, ben, je n'ai pas la diapositive de fin, mais je vous remercie.